Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Ezekiel Nibigira, l'a réaffirmé lors du débat annuel de l'Assemblée générale. Le chef de l'État burundais ne souhaite pas briguer un nouveau mandat en 2020. L'Union africaine a pris la décision d'accompagner le pays pour l'organisation d'élections crédibles. En République démocratique du Congo, l'opposition a tenu ce samedi 29 septembre 2018 son meeting autour de ses leaders. Ils ont parlé d'une seule voix pour exiger le retrait de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la restructuration de la commission. Et puis en Guinée, les victimes du massacre du stade de Conakry attendent un procès depuis près de 9 ans. La société civile a réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation de ce procès. Couvre-feu de 48 heures au Cameroun dans les régions anglophones du pays. La circulation des personnes d'une localité à une autre dans les régions du nord-ouest est interdite pour une période de 48 heures du 30 septembre au 1er octobre. Des mesures mises en place pour éviter toute violence par les séparatistes à la veille de la célébration du premier anniversaire de la proclamation symbolique de l'indépendance du Cameroun anglophone. Dans le cadre du débat annuel de l'Assemblée générale, le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Ezekiel Nibigira, a réaffirmé la volonté du chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, de ne pas se présenter pour un nouveau mandat en 2020, une décision qui a été saluée par l'Union africaine et le Conseil de sécurité. Pour rappel, sa réélection en juillet 2015 avait été le théâtre de violences qui avaient coûté la vie à au moins 1200 personnes. Écoutons le discours d'Ezekiel Nibigira, le ministre des Affaires étrangères du Burundi. Vous souviendrez que lors de la promulgation de la nouvelle constitution, le 7 juin 2018, le président de la République a porté à la connaissance des Burundais et de la communauté internationale que son deuxième mandat prendra fin en 2020 et qu'il s'apprête à soutenir le nouveau président qui sera élu en 2020. Contrairement au discours de certains qui lui avaient prêté des intentions de vouloir façonner la nouvelle constitution pour lui-même afin de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, ce geste de haute valeur politique et démocratique du président de la République est un exemple à saluer. Toujours sur le chapitre politique, il ne serait pas superflu de souligner que l'esprit de tolérance, l'assainissement et l'ouverture de l'espace politique se renforcent de plus en plus au Burundi. En témoigne le retour et l'intégration de plusieurs milliers de réfugiés ainsi que les leaders politiques qui avaient fui le pays. Ces politiciens de retour au pays jouissent de leurs droits civiques et politiques sans aucune entrave. La libération de plus de 2000 prisonniers au début de l'année rentre également dans le cadre de cette dynamique de réconciliation. En République démocratique du Congo, le premier grand meeting de l'opposition unifiée s'est déroulé ce 29 septembre. Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées à Kinshasa pour venir écouter les candidats de l'opposition. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Ibrahima Djoumaba. L'opposition politique en République démocratique du Congo affiche son unité. C'est devant des milliers de manifestants rassemblés sur la place triomphale à Kinshasa que ces leaders de l'opposition ont tenu ce discours d'union. Freddy Mutungula, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, qui ont vu leur candidature à la présidentielle de décembre 2018 validée, ou encore Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ne sont pas en lice pour ce scrutin, ont affiché leur volonté à se trouver un candidat commun pour cette présidentielle. Nous avons, vous, peuple et nous, pris l'engagement d'aller aux élections le 23 décembre 2018. Il n'en sera pas autrement. Nous nous promettons de ne pas nous trahir. Nous allons nous acheminer ensemble pour les élections du 23 décembre 2018.
Les opposants qui sont dans la logique des élections sans la machine à voter ont par ailleurs un grand défi à relever au niveau interne. Réussir le consensus pour un candidat commun, mais aussi fédérer leurs électorats respectifs. Le meeting de ce samedi est un signe encourageant. L'opposition, il y aura une autour d'un candidat. Nous allons dans les jours qui viennent nous mettre d'accord pour désigner un candidat commun, mais aussi nous allons nous battre pour trouver l'unité de l'opposition, des partis de l'opposition, pour que nous puissions gagner la majorité parlementaire à côté de la majorité présidentielle et être en condition de diriger le pays pour les changements que souhaite notre peuple. Autorisé par le gouvernement de la ville, le meeting de l'opposition s'est tenu sans heurts. Une ouverture dans le contexte du processus électoral qui s'annonce animé. Notons que la dernière manifestation autorisée tenue par l'opposition dans ce cadre dit triomphal était le dernier discours d'Étienne Tshisekedi il y a 2 ans. Réduction des effectifs du Conseil du café cacao en Côte d'Ivoire et régulation de la commercialisation du café et du cacao. Concernant ce secteur, plusieurs mesures ont été adoptées par le gouvernement ivoirien en Conseil des ministres le 27 septembre. Les explications de Victoria Sedji. En Côte d'Ivoire, la réduction des effectifs du Conseil du café cacao a été adoptée. L'organe de régulation, de stabilisation et de développement de la filière voit ainsi le nombre de ses conseillers passer de 14 à 10. Une résolution prise lors d'un conseil des ministres mercredi 27 septembre. C'est un premier geste qui va faire que d'autres mesures vont suivre. C'est déjà montré qu'effectivement le gouvernement reconnaît qu'il y avait un surplus, mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres mesures à prendre, ce ne sont pas les seuls problèmes de la filière. On parle de bugs au niveau du système automatisé. C'est depuis 2012 que la Banque mondiale appelle à la réforme complète de la filière. Un audit réalisé par le cabinet KPMG révélait courant 2017 des anomalies de gestion et des dettes d'opérateurs pour des contrats non exécutés de montant de 65 milliards de francs CFA. Il faut carrément faire une révolution. Comment faut-il faire aujourd'hui pour que la filière revienne aux mains des planteurs qui sont à même de savoir les difficultés auxquelles ils sont confrontés par eux-mêmes. Vraiment une grande réforme en profondeur qu'il faut. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour rappel, la crise qu'a connue la filière cacao lors de la campagne 2016-2017 a fait perdre plus de 185 milliards de francs CFA à l'État selon les autorités. Au cœur de cette crise, la chute des cours du cacao et une mauvaise négociation des prix sur les marchés mondiaux. 24% des femmes africaines créent leur entreprise. Il s'agit du taux le plus élevé au monde. La création d'entreprises vise à assurer aux femmes leur subsistance. L'apport de l'entrepreneuriat féminin à l'économie du continent est considérable. Il oscille entre 150 à 200 milliards de dollars de valeur ajoutée. Ces chiffres proviennent d'une étude du cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, sortie le 27 septembre 2018. En Guinée, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 attendent toujours la tenue d'un procès. L'instruction du dossier a été clôturée en décembre 2017. Des ONG guinéennes et internationales demandent à l'État guinéen de respecter ses engagements. Ibrahima Djoumaba. 28 septembre 2009, 28 septembre 2018, cela fait 9 ans que les victimes du massacre du stade de Conakry en Guinée attendent la tenue d'un procès pour situer les responsabilités dans cette affaire. Le ministère guinéen de la Justice a réaffirmé dans un communiqué son engagement à faire la lumière sur cette tragédie. Le ministère de la Justice salue le sérieux et le professionnalisme des juges d'instruction, l'apport de tous les partenaires et l'implication de la société civile pour leur effort constant et les exhorte à rester mobilisés pour accompagner l'institution judiciaire jusqu'à la fin de ce procès pour que justice soit faite et que les victimes obtiennent réparation. La société civile, notamment 5 organisations non gouvernementales, ont réclamé à l'État guinéen le respect de ses engagements sur l'organisation du procès. L'instruction du dossier a été clôturée depuis décembre 2017, mais la suite du processus est bloquée. Il faut donc très rapidement que le comité de pilotage qui est mis en place puisse élaborer un budget, n'est-ce pas, et fixer un calendrier, une feuille de route pour aller rapidement vers le procès. Les victimes et leurs familles doivent participer au procès. Elles doivent pouvoir être présentes au procès, voir leurs victimes, n'est-ce pas,
témoigner des souffrances qu'elles ont subies et évidemment donner l'occasion également aux accusés de se défendre. En rappel, le 28 septembre 2009, la répression contre une manifestation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président Moussa Dadis Camara à la présidence avait fait au moins 157 morts. Les militaires avaient également violé 109 femmes au cours de ces violences. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.